Serine Group, directeur général Lassar. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Kwet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Kalsomba. Les cours mondiaux du baril de pétrole en chute libre, une situation due au Covid-19. Quelles conséquences pour des pays importateurs de l'or noir comme le Sénégal? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse du coût de l'électricité ou encore du carburant? La création de Petrosenaval va-t-elle créer une concurrence déloyale entre elle et les sociétés nationales qui sont dans le downstream? Autant de points qui seront abordés samedi de 11h à midi en direct dans Business Mag avec Sekou Madi Diaité, PDG de Oilsen, vice-président de l'association sénégalaise des pétroliers. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Merci de choisir la 90.3 e-radio, la radio d'ici. Et d'ailleurs, bienvenue dans votre magazine Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. C'est le moment que toute la planète pétrole redoutait. Les cours du Brent en chute libre. La Chine, premier importateur de pétrole à l'échelle mondiale, frappée par le coronavirus. L'économie de l'Empire du Milieu mise à l'arrêt avec des conséquences sur le transport aérien et routier ainsi que sur l'activité industrielle, diminue le besoin en hydrocarbures. Or, à elle seule, la croissance de la demande chinoise permettait aux pays pétroliers et aux majors du secteur d'aborder 2020 dans une relative sérénité. Pour en parler, je reçois Sekou Diaité, PDG de Oilsen. Il est également le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers du Sénégal. Sekou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Kalsoum, c'est moi qui te remercie. C'est l'Association sénégalaise des pétroliers qui te remercie également pour cette opportunité. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la planète du pétrole traverse des zones de turbulence. Résultat, les clignotants sont au rouge pour les pays producteurs de pétrole et de gaz. Effectivement. Vous savez, c'est vrai que ce Covid-19, c'est une pandémie. C'est une pandémie qui a pris le monde entier au dépourvu. La Chine, on connaît, c'est un grand pays avec une très grande population. Alors la pandémie est tombée, elle a fait peur à tout le monde. Certaines entreprises ont fermé, les employés ne vont plus travailler. Alors du coup, ça se répercute sur la demande de la Chine. Nous savons que la Chine, les importations de pétrole brut de la Chine représentent 14% des importations mondiales. Et ces importations ont chuté de 14 millions de barils jour à 7 millions de barils jour. Alors, les membres de l'OPEP ont décidé de réagir pour réguler la situation. Ce qui a poussé l'Arabie Saoudite la semaine dernière à demander à la Russie de baisser sa production à l'instar de tous les membres de l'OPEP. La Russie a refusé. Vous connaissez bien les Russes. Oui. La Russie a refusé. Alors, l'Arabie Saoudite a réagi en augmentant sa production pour punir la Russie. Et cette augmentation de la production de l'Arabie Saoudite qui est passée de 10 millions de barils jour à 13 millions de barils jour a impacté les prix qui ont chuté. Cette chute, elle va se répercuter sur les cours, les prix du baril sur l'international. Vous savez, au Sénégal, nous sommes cotés sur le nord-ouest Europe. Alors, automatiquement, l'impact de cette baisse de la production mondiale va se sentir sur le prix du brut. C'est vrai que les États-Unis tentent de réagir, mais aujourd'hui, on sent que en fait, les prix vont être impactés. Les prix vont être impactés. Par exemple, si nous restons en Afrique, nous avons le Nigeria, grand producteur. Aujourd'hui, apparemment, l'économie part en vrille.
Effectivement. L'économie, aujourd'hui, l'économie mondiale s'en ressent. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite sont des acteurs majeurs de la production pétrolière mondiale. La Russie, quand elle refuse de baisser sa production, elle a des raisons. Vous savez, la Russie, jusqu'à $42,5 le baril, est en sécurité avec son budget. Parce que la Russie a budgétisé le pétrole à $42,5 le baril. Alors donc l'Arabie Saoudite a vu une situation contraire, parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui achète sa paix sociale avec le pétrole. Ce qui fait que les pays vont forcément vers la négociation. Maintenant, on parle de l'impact de cette chute du cours du baril sur nos produits, sur les importations en Afrique. Oui, ça on va en revenir, mais pour le moment on va s'arrêter aux pays producteurs et s'arrêter sur le capté du Nigeria. Oui, effectivement. Le Nigeria est un pays producteur, est un acteur majeur. Qui mise sur le pétrole pour faire bouger son économie. Alors, le Nigeria, vous savez, il y a quelques années derrière, a failli être touché par ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Effectivement. Parce que le Nigeria a tout misé sur le pétrole. Aujourd'hui, si le pétrole chute, il est évident que tous les secteurs d'activité au Nigeria vont être impactés. D'où l'importance de la diversification de l'activité économique. Ça, on va y arriver. Cette diversification, elle est nécessaire. Et quand on arrive sur le cas sénégalais, nous entrerons dans le détail pour montrer comment cette diversification est importante. Parfait. Et pour les majors, est-ce que cette crise aussi forcément touche les majors? Comme par exemple BP et les autres compagnies. Je ne fais pas de publicité. Bien sûr, cette crise touche tout le monde. Cette crise touche tout le monde aujourd'hui. Parce que, vous savez, le pétrole, c'est la demande et l'offre qui régule le marché du pétrole. Depuis 2016, l'OPEP a tenté de réguler le marché du pétrole en demandant à ses partenaires de baisser leur production. Il y a eu 2 tentatives de baisse de la production mondiale de pétrole. Et la dernière tentative, elle a eu lieu en décembre 2019. L'OPEP avait décidé de réduire la production des uns et des autres membres et même de ceux de l'OPEP+. Vous savez, à l'OPEP, il y a 14 membres et 10 membres à l'OPEP, 10 membres partenaires, c'est ce que l'on appelle l'OPEP et l'OPEP+. Alors, les prix étaient en train d'être stabilisés jusqu'au moment où cette pandémie du coronavirus arrive. Et quand cette pandémie arrive, aujourd'hui, quand des entreprises chinoises ferment et que certaines compagnies aériennes ferment leur ligne, arrêtent leur ligne, et automatiquement ça s'en ressent. Là, il y a la demande mondiale qui chute. La demande chinoise chute et la demande mondiale chute. Partout dans d'autres pays, aujourd'hui en Italie, il n'y a presque pas beaucoup d'activités. Il n'y a plus de trafic, oui. En France, à partir de lundi, les écoles vont fermer. C'est ce que le président Macron a annoncé. Tout ça, la demande va s'en ressentir, l'activité va baisser mondialement. Les États-Unis tentent de réagir parce que Donald Trump, le vendredi, hier, a décrété l'urgence nationale déjà, mais a mis un pactole de 50 milliards pour soutenir les zones impactées, les États et les localités impactées. Ça a un peu boosté la bourse de Wall Street. Donc, c'est pour vous dire que les États tentent de réagir face à cette pandémie. Et justement, voilà, les effets immédiats sont déjà nombreux et dans le long terme, on verra ce qui va se passer, d'autant plus que le poids de l'empire du milieu sur l'échiquier pétrolier mondial s'est particulièrement accru ces dernières années. Vous l'avez dit, à côté de la pandémie coronavirus, il y a une rivalité, vous l'avez dit aussi, entre l'Arabie Saoudite et la Russie, ce qui risque d'aggraver la situation. Je vous propose d'écouter notre confrère du Figaro, Fabrice Naudet-Langlois. La source, c'est le Figaro sur cette question et nous allons revenir. L'effondrement du baril de pétrole qui est vraiment spectaculaire. On assiste à une chute de quelques 30% du baril. Pourquoi ? Tout simplement parce que la demande de pétrole, d'abord en Chine, était en train de s'effondrer. L'économie chinoise totalement paralysée. Et la Chine, c'est 13% de la demande mondiale de pétrole. L'épidémie s'étendant au reste du monde, les pays producteurs redoutaient une baisse accrue de la demande et les prix étaient en train de chuter spectaculairement. C'est pourquoi jeudi et vendredi dernier,
les pays de l'OPEP menés par l'Arabie Saoudite et leur allié, la Russie, se sont rencontrés à Vienne, siège de l'OPEP, pour essayer de trouver une parade, pour essayer de soutenir l'Arabie Saoudite et son allié russe ne sont pas parvenus à s'entendre pour baisser la production afin de soutenir le cours. Et alors la grande surprise ce lundi matin, c'est que l'Arabie a décidé non pas de fermer les vannes pour essayer de soutenir les cours, mais au contraire de les ouvrir, de brader littéralement son pétrole à ses clients en Asie, en Amérique et en Europe, ceci afin de préserver sa part de marché. On se retrouve en fait à une course, à une rivalité entre l'Arabie, la Russie et les autres pays producteurs, chacun voulant préserver sa part du gâteau alors que le gâteau est en train de rétrécir. L'OPEP et la Russie qui est le deuxième producteur mondial de brut derrière les États-Unis, l'Arabie qui est le troisième producteur et premier exportateur, ces deux géants se sont entendus pour essayer de maintenir les cours, sans toujours grand succès, mais ils étaient parvenus à s'entendre à plusieurs reprises pour réduire un peu la production, ce qui avait permis quand même de soutenir les cours. Mais dans une situation de crise, chacun défend son propre intérêt. C'est ce qui est en train de se produire ce lundi matin et ce qui va se produire dans les jours à venir. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite est en position beaucoup plus fragile que la Russie. La Russie, actuellement, a des réserves financières plus importantes que l'Arabie. L'Arabie, pour maintenir son budget à flot, a besoin d'un baril beaucoup plus élevé que la Russie. Donc, actuellement, c'est vraiment chacun pour sa peau. Chacun attend de voir qui fera un geste dans l'autre sens. Chacun pour soi dans un contexte où, clairement, le marché est défavorable aux producteurs. À l'instant, mon confrère Fabrice Nodé-Langlois, journaliste économique au Figaro, la source de cet entretien, le Figaro. Seikou. Voilà, merci beaucoup, Kalsoum. Il a parfaitement raison. Il a une très belle fait une très belle analyse de la situation. La situation, je vous le dis, sera intenable pour tout le monde. Aujourd'hui, la Russie, qui jusqu'à 42,5 peut tenir, et en dessous de 42,5, le dollar est aujourd'hui à 32,2. Donc la Russie ne tient plus. Heureusement, comme l'a dit votre confrère, la Russie a des réserves financières importantes, mais qui vont tenir jusqu'à quand? De l'autre côté, l'Arabie Saoudite, c'est vrai, l'Arabie Saoudite a des coûts de production très faibles. C'est du pétrole onshore qui est très près du sol. Donc les coûts de production sont faibles, ce qui leur permet aujourd'hui d'aller à certains niveaux de prix. Mais ce que nous ne savons pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Arabie Saoudite achète sa paix sociale avec le pétrole. Cela veut dire que l'Arabie Saoudite ne peut pas, malgré la baisse des coûts de production, maintenir cette baisse-là pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable pour l'Arabie Saoudite. Et il est important aussi de savoir que les États-Unis, le seuil de rentabilité des entreprises pétrolières aux États-Unis est au-delà de $50. Donc, personne ne peut tenir cette situation pendant longtemps. Longtemps, c'est combien de temps? Longtemps, ça dépend des politiques de chaque et des réalités de chaque grande puissance. Dans un contexte de coronavirus? Dans un contexte de coronavirus, la situation est ingérable parce qu'aujourd'hui, tous les jours, les nombres d'infectés grimpent. Donc, la situation s'aggrave de jour en jour. Donc, il est difficile pour vous de nous donner un deadline. Ça, c'est difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que cette situation n'arrange personne. Elle n'arrange personne. L'Arabie Saoudite, si elle maintient ce rythme de production, va finir par se mettre à terre. La Russie va puiser dans ses réserves. Et les réserves vont s'épuiser. Les Américains, leurs entreprises ne seront plus rentables, les entreprises pétrolières. Et elles seront obligées de négocier. Mais je vais vous dire, l'attitude de la Russie, moi, la compréhension que j'ai de l'attitude de la Russie prépare la négociation. Et pour bien préparer la négociation, les Russes refusent d'abord. Maintenant, ça leur permet, pendant les périodes de réajustement, quand on se mettra à table pour définir les niveaux de production de chacun, la Russie diminuera moins sa production par rapport aux autres. Est-ce que cette stratégie va avoir un impact positif dans l'échiquier pétrolier mondial? Dans un premier temps, ça va stabiliser les prix et en second, ça va sécuriser les industries de production. Voilà, on dit que l'impact concerne les producteurs,
mais aussi les raffineries et les services de toute la chaîne de valeur. Le Sénégal, jusqu'ici, vous êtes dans la chaîne de valeur, vous êtes le PDG de OLSEN. Le Sénégal, jusqu'ici, est un pays importateur de pétrole et de gaz. On attend 2023-2024. Dans un contexte actuel avec la baisse des cours du pétrole, est-ce une aubaine pour notre État? Forcément. Pas forcément. C'est pas, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas lié, mais ce n'est pas systématique. Parce Pourquoi? que le Sénégal, nous avons un système de structure des prix qui est calé sur 4 semaines. C'est-à-dire, le Sénégal prend la moyenne des cotations sur 4 semaines, les cotations indexées sur le CIF Nord-Ouest Europe, sur 4 semaines, pour calculer les prix à la pompe pour les mois à venir, pour les 4 semaines à venir. Donc aujourd'hui, une situation ponctuelle à l'international ne peut pas influer les prix parce que déjà les prix ne sont pas calculés. Jusqu'à 4 semaines, on ne les touche pas. Mais si la situation est soutenue, si la baisse est soutenue, le Sénégal pourra bénéficier en tant que pays importateur de cette baisse du pétrole. Et vous aussi, vous pourrez à votre niveau baisser les coûts du carburant. Ce n'est pas nous qui baissons les prix une fois de plus. La structure des prix au Sénégal... Si vous achetez moins, parce que en fait le débat est agité sur la toile, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'internautes pensent qu'avec cette crise, forcément, on doit aller vers une baisse de l'électricité et du coût du carburant. Qu'est-ce que vous répondez en tant qu'acteur dans le downstream et vous êtes membre de l'association sénégalaise de pétrole? Enlevez juste le terme forcément et on pourra discuter tranquillement. Allez-y. D'accord, je le retire. Alors, retirez le terme forcément. En fait, ça c'est l'opinion qu'il dit. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que l'opinion doit savoir, c'est que l'État a une politique qui en fait protège les intérêts du consommateur. Vous avez pas entendu parler des pertes commerciales que l'État doit aux marketeurs et qu'il est en train de payer, qu'il fait de gros efforts pour payer. Ces pertes sont dues à quoi? C'est le décalage, c'est la différence entre les prix réels des importateurs et le prix que l'État leur a imposé. Parce que les prix au Sénégal sont plafonnés. Vous ne pouvez pas facturer ou vendre au-delà des prix plafonds. Vous pouvez aller en dessous. Mais si aujourd'hui vos coûts d'acquisition du produit sont supérieurs au prix parité importation, l'État, toutes les 4 semaines, sort ce qu'on appelle un prix parité importation politique. Il y a le prix réel des importations. Mais l'État, pour maintenir les prix à la pompe, prend une décision politique. Il dit que vous ne pouvez pas vendre à ce PPI, vendez au PPI qui est fixé par l'État. Alors c'est l'État qui subventionne les prix à la pompe et qui supporte la différence. Maintenant, même s'il y a aujourd'hui une baisse soutenue, l'État devra au moins stabiliser la situation financière. Après cette stabilisation, l'État pourra appliquer la baisse à la pompe. Mais il faudrait, comme je vous l'ai dit, que sur 4 semaines, qu'on puisse avoir des prix qui chutent pour que la moyenne soit une moyenne qui a chuté par rapport à la moyenne des 4 semaines précédentes. Parole de Sékou Diaité, PDG de OLSEN, vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers du Sénégal. Je rappelle que vous êtes en direct sur la 90.3 radio, la radio d'ici et d'ailleurs, et vous êtes dans Business Mag. Est-ce que vous, en tant qu'acteur du downstream, vous sentez cette crise dans votre activité? Pour le moment, non. Il n'y a pas un réel impact? Pour le moment, non. Comment on pourrait le sentir? S'il n'y a pas... Bon, il y a 2 manières de le sentir. La première façon de le sentir, c'est sur les coûts. Si dans le temps, on voit que la baisse est soutenue et que cela impacte le PPI à l'importation et par conséquent le prix à la pompe. La seconde manière de le sentir, c'est que la consommation interne, locale, baisse. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Une baisse de la consommation locale veut dire qu'il y a une propagation de la maladie qui empêche les gens de sortir. Ça, nous ne le souhaitons pas du tout et nous prions pour le Sénégal. Voilà, parfait. Une autre actualité, Petrosen Aval a été créée. Oui, il y a M. Manarsal qui est à la tête, je vous vois sourire. Comment accueillez-vous la création de cette nouvelle structure? Oui, vous savez, le Sénégal a libéralisé le secteur depuis 1998. Avec la loi 98-31 du 14 avril 1998. Cette libéralisation permet à toute société de droit sénégalais d'avoir une licence d'importation, une licence de distribution, de stockage, de raffinage, etc. Petrosen étant une société de droit sénégalais, même si elle est une société nationale, a le droit, si elle a les agréments, de devenir une société de distribution.
Elle est déjà dans l'aval pétrolier. Bon, elle s'est restructurée en holding avec une partie amont, une partie aval. Maintenant, nous, en fait, il y a juste une mise en garde. Laquelle? Nous mettons en garde contre ce qu'on peut appeler les aides d'État. Parce que c'est une société qui est très parentée à l'État et qui va dans une concurrence saine avec les autres acteurs du downstream. Les aides d'État sont des faits constitutifs de concurrence déloyale. Alors, s'il n'y a pas ces faits en fait constitutifs de concurrence déloyale, nous ne voyons aucun problème à ce que Petrosen soit dans la distribution. Maintenant, pour éviter des choses pareilles, l'Association sénégalaise des pétroliers a toujours demandé que l'État mette en place un organe de régulation, comme il a été le cas pour l'électricité. Mais l'électricité est tenue par un seul acteur, c'est la Sénélec. Nous, dans notre métier, dans notre sous-secteur, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, il y a plus de 63 distributeurs. Il y a plus de 43 transporteurs, 29 détenteurs de licences d'importation, 11 licences de stockage. Donc c'est un sous-secteur qui a beaucoup d'acteurs. Et tous les acteurs n'ont pas les mêmes poids, n'ont pas les mêmes tailles, n'ont pas les mêmes poids financiers. Et il y a dans le downstream des multinationales qui partagent les mêmes marchés avec nous, qui sont dans le raffinage, qui sont dans le stockage. Il y a des sociétés locales qui sont dans le transport, d'autres qui sont dans l'importation, d'autres qui sont dans la distribution. Et la loi de 1998 a fixé toutes les conditions d'exercice. Et ces conditions d'exercice doivent être respectées scrupuleusement. Vous pensez qu'elles ne sont pas respectées? Parfois, on rencontre des défaillances. Vous avez des exemples? Vous savez... il y a des exemples. Allez-y, donnez-nous. Il y a des exemples de cas de... Vous savez, il y a un cas aujourd'hui qu'on ne veut pas évoquer parce que qui a été vidé par le tribunal et qui a été réparé par les États, par l'État du Sénégal. C'est le cas de la station d'une multinationale qui était sur l'autoroute à péage, que l'Association sénégalaise des pétroliers avait décrié. Mais il y a eu des rounds de négociations organisé par le Premier ministre de l'époque, qui a vraiment pris ses responsabilités, qui a regroupé tous les acteurs et qui a tranché. Un appel d'offres a été organisé et un de nos membres aujourd'hui est en train de finaliser la construction de sa station sur l'autoroute à péage. Donc c'est un exemple. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais s'il y avait un organe de régulation, les acteurs n'iraient pas voir l'autorité. Parce que l'organe de régulation représente l'autorité. Voilà, je vous ai entendu une fois dire que vous avez peur, que je vous vois sourire, que l'État vous aide en termes en termes de foncier et tout ça, parce que par exemple pour Petrosen, c'est facile de lui octroyer des terres, alors que vous, c'est pas votre cas, vous qui êtes dans le privé. Bon, nous n'avions pas... Bon, je vais reformuler, parce que l'État ne donne pas des terres... Nous sommes des acteurs qui achetons le foncier quand on en a besoin. On n'achète pas n'importe quel foncier parce qu'il faut que ça réponde aux exigences environnementales pour faire une station-service, surtout à Dakar. Voilà. J'ai parlé de foncier, on parlait justement de Petrosen Aval. Et je me suis dit, c'est une société qui est très apparentée à l'État. On sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre à Dakar, c'est le foncier pour faire des stations-service. Donc nous ne voulons pas, dans ce cas de figure, que cette société puisse bénéficier de foncier qu'elle n'a pas acheté. Elle a les moyens d'en acheter. Si elle achète du foncier, avec ses moyens d'investissement, il n'y a pas de problème. Si l'État participe, c'est un problème. Mais ça, nous le disons. C'est pas quelque part légitime que l'État participe puisque c'est une société nationale? Non, c'est une société qui est indépendante. Même si elle est nationale, elle a un budget qu'elle doit gérer. Donc c'est sur ce budget qu'elle fait ses investissements. Voilà, donc si elle investit sur son budget, quelque chose ce qu'elle... Et bon, nous savons que c'est une société qui peut prospérer. Nous sommes très enthousiastes par rapport à ça. C'est une société qui est gérée par Manar Sall, que toute la profession connaît, qui a fait ses preuves au Sénégal et sur l'international. Et en qui nous avons entièrement confiance pour ne pas verser dans des cas de
concurrence déloyale. Voilà. Mais toutefois, il serait pertinent que l'État mette en place ce comité de régulation qui est réclamé par les acteurs depuis longtemps. Voilà, justement, on va rester sur les réformes. On sait qu'il y a quand même beaucoup de réformes dans le secteur oil and gas du Sénégal. Le code a changé et tout ça. Il y a aussi le local content ou la loi sur le contenu local qui a été votée, mais son application tarde. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un petit retard vu l'avancement des projets? Retard. On peut dire, si aujourd'hui on attendait les décrets d'application de la loi sur le contenu local en janvier, dès qu'en mars on n'a pas encore vu les décrets, on peut parler de retard. Mais est-ce un retard important? Parce que c'est vrai que ces textes-là ne sont pas encore disponibles, mais l'État a permis, par exemple, à la société Invest in Africa de s'installer au Sénégal. Une société qui a travaillé avec les multinationales dans d'autres pays et qui a fait ses preuves en termes de local content ou de gestion des intérêts des locaux, du privé local et de la main-d'œuvre locale. Donc l'État a permis à cette société, en attendant que le COS-Petrogaz mette en place la plateforme de l'État, Invest in Africa est déjà là. Je ne fais pas non plus de la publicité. C'est vous qui avez posé la question. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, et des Sénégalais, des sociétés privées sénégalaises sont en train de s'inscrire sur cette plateforme et sont en train même d'être consultés en attendant que les appels d'offres soient lancés. L'État a prévu de mettre une plateforme, a prévu de mettre un fonds d'investissement pour accompagner le privé local. Vous avez peut-être raison, il faudrait que ce fonds-là soit en place pour que nous puissions voir les voies et des moyens d'en bénéficier. Parce que les sociétés sont là et sont déjà en train de se mettre à niveau pour pouvoir pleinement participer à ça, à l'exploitation pétrolière. Voilà, parfait. Donc on va revenir un peu sur la diversification de l'économie pour un pays qui a du pétrole et du gaz. On avait cité le cas du Nigeria qui a été victime du syndrome hollandais. Comment faire ici au Sénégal pour éviter cette situation? Parce qu'on sait qu'il y a une certaine agitation. Depuis qu'on a parlé des découvertes, il y a beaucoup d'écoles qui pullulent aussi comme des champignons. Tout le monde veut être expert en pétrole. Beaucoup de jeunes vont s'inscrire dans les écoles, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il est important de savoir que les recettes douanières sont plus importantes que les revenus attendus du pétrole et du gaz et que tout le monde ne peut pas travailler dans le pétrole, dans le gaz et que le pétrole et le gaz ne peuvent pas être l'épine dorsale de l'économie sénégalaise. Oui, pour diversifier l'activité, mais pas pour porter l'économie nationale. Effectivement, vous avez bien cadré le débat. Vous avez parfaitement raison. Et des pays comme le Nigeria en ont souffert, à l'instar de d'autres pays d'ailleurs. Mais nous avons vu aussi de très bons exemples avec le Ghana, avec la Norvège. Et je veux vous rassurer parce que nous sommes une organisation patronale de sociétés privées, mais nous travaillons beaucoup avec les autorités. Et je peux vous assurer que le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions, c'est-à-dire que le gouvernement a fait beaucoup de benchmarking. Avant même l'élaboration des textes, il y a eu beaucoup de travaux entre le privé et l'État et le public. Il y a eu des missions et on a accueilli ici. Vous savez, je suis également membre de l'ASDIA qui organise chaque année le Salon international de l'énergie et du pétrole. C'est une occasion pour le privé sénégalais et l'État du Sénégal d'avoir l'expérience des autres pays, l'expérience de compagnies étrangères. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont compris que le pétrole ne va pas perdurer, c'est une ressource épuisable. Mais il va permettre de financer d'autres domaines d'activité, de financer l'agriculture, de financer la pêche, de financer l'élevage, de financer l'industrie. Et les jalons sont en train d'être posés. Les jalons sont en train d'être posés. Je vous donne un exemple. Allez-y. Aujourd'hui, il est prévu 5 000 emplois pour l'exploitation du jugement de la tortue. GTA. Mais la pêche fait 100 000 emplois directs au Sénégal. Comparé 5 000 à 100 000, il n'y a pas photo. Donc, le Sénégal a compris aujourd'hui, et c'est des exigences du gouvernement face à ces multinationales qui sont tenues pour chaque compagnie de donner un programme de local content, une politique interne de local content qui n'a rien à voir avec la politique de l'État du Sénégal. Et cette politique servira justement d'aider les populations à s'organiser en groupement, en acteurs économiques, de financer des projets économiques d'ordre économique et de développer les localités, de développer les populations.
Et l'État, dans un sens macro aujourd'hui, a très bien compris que cette manne pétrolière doit servir à revaloriser l'industrie sénégalaise, parce que l'industrie va fournir beaucoup de choses à l'exploitation pétrolière. Et c'est une exigence du privé local de ne pas importer tout ce qui peut être fabriqué au Sénégal. Donc cette mise à niveau est en train d'être faite pour que la production soit à son... Et vous, votre association, qu'est-ce que vous faites en ce sens? Vous êtes déjà dans les starting blocks? Nous sommes déjà dans les starting blocks et nous sommes bien positionnés aujourd'hui. Quels sont les jalons que vous avez posés jusqu'ici? D'abord, nous avons participé à tous les débats. Nous avons participé à l'élaboration de tous les textes, qu'il s'agisse du code pétrolier et que de la loi sur le contenu local. Même les décrets d'application de cette loi nous ont été soumis et nous avons apporté nos amendements. Nous nous sommes inscrits sur les plateformes existantes en attendant la plateforme officielle de l'État du Sénégal. Nous nous préparons pour pouvoir fournir du carburant aux plateformes pétrolières, à tous les navires qui vont tourner autour de cette exploitation pétrolière en premier lieu, mais également nous nous préparons pour pouvoir fournir d'autres types de services dans le cadre de la sous-traitance. On sait que l'État du Sénégal va proposer un fonds de stabilisation. Pensez-vous qu'il est pertinent parce que ce projet n'a pas une certaine unanimité? Bon, nous, un fonds, nous pensons, parce que nous allons tous les jours voir les banques pour chercher de l'argent. Donc si l'État met à disposition un fonds, nous pensons que c'est salutaire. Notre seule réserve, c'est que ce fonds ne fonctionne pas comme les banques classiques. Parce que les taux d'intérêt bancaires sont élevés et ne nous permettent pas de rentabiliser nos investissements. Nous avons fait ces amendements quand le projet nous a été soumis pour que les taux d'intérêt bancaires que ce taux va appliquer soient différents des taux que la Banque centrale exige aux banques classiques qui sont au Sénégal. Mais en définitive, nous pensons que ce fonds d'investissement est positif. Il est positif. Et le fonds souverain intergénérationnel, on sait que la Norvège est leader. Oui. Et pour le Sénégal, pensez-vous ce fonds est pertinent aussi pour les générations futures, d'autant plus que la Constitution dit que les ressources appartiennent au peuple. Parfaitement, ça c'est l'article 25 de la Constitution qui le dit. Et nous pensons que c'est pertinent parce que les générations futures, un intellectuel disait que nous sommes dans un monde que nous avons emprunté aux générations futures parce que nous allons le leur léguer. Nous sommes aujourd'hui en train d'exploiter des ressources qui vont s'épuiser peut-être avant que ces générations ne viennent au monde. Ils entendront parler d'exploitation pétrolière au Sénégal. Je vous ai dit que ce sont des ressources épuisables. Donc il faut, une fois de plus, investir dans d'autres domaines d'activité qui permettent au pays de se développer, mais il faut mettre un fonds en place pour financer les activités des générations à venir. Donc je pense que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Et le volet environnement, est-ce que l'association milite pour la préservation de l'environnement? Parce que exploitation quand même de pétrole et de gaz, il faut forcément penser à préserver notre environnement. Bien sûr, nous militons. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Nous militons. Nous, dans nos distributions, parce que nous sommes dans le downstream. Oui, effectivement. Nous mettons des stations-service un peu partout. La première chose que nous nous sommes efforcés à faire, c'est d'imposer à nos membres d'installer des stations en respectant strictement les dispositions. Mais excusez-moi de vous couper la parole, mais en tout cas dans la vraie vie, parfois on a l'impression qu'on est à une certaine anarchie. On voit des stations un peu partout. Les stations, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 800 sur le territoire national actuellement. Il y a la loi est là. Et ces personnes que vous voyez s'installer n'importe comment aujourd'hui font l'objet de sanctions. Est-ce que vous ne deviez pas anticiper avant? Nous sommes en train de... Nous dans l'association sénégalaise des pétroliers, vous savez, tout le monde n'est pas affilié à l'association. Hein, ça, je vous le répète encore. Toutes les compagnies ne sont pas affiliées aux associations. Il y a 3 associations professionnelles au Sénégal. Il s'agit du GPP, qui regroupe les majors, de l'ASP et de l'ASPP. Mais toutes les compagnies, il y a des compagnies qui sont hors de ces 3 groupements patronaux, qui sont hors de notre contrôle, mais qui sont sous le contrôle du Comité national des hydrocarbures et sous le contrôle de la DREC, de la division régionale de la division de l'environnement et des établissements classés. Oui, la DEC, oui. La DEC. Donc la DEC a des exigences. Nous, les membres de notre association, avant même d'acheter un site, demandent une visite initiale de la DEC qui vient pour dire c'est possible ou bien c'est pas possible. Et cela
la finalisation de l'achat du foncier dépend de cet avis. Et nous prenons toutes les dispositions, nous respectons les distances de sécurité, les conditions d'installation des cuves et des pompes des établissements classés, nous les respectons. Maintenant, tout le monde n'est pas affilié à notre groupement, alors tout le monde n'est pas sous notre contrôle. Mais également dans le cadre de la RSE, oui, quand nous marcher sur la langue. Oui, est-ce que vous faites du RSE? Quand nous sommes dans une localité, d'ailleurs la plupart d'entre nous, quand ils s'installent dans une localité, ils n'emploient que des jeunes de la localité. Ils n'emploient que des jeunes de la localité. Et il y a des actions que chacun a à titre personnel, parce que chaque société a sa politique de RSE. Chaque politique a sa manière de gérer les populations qui sont aux alentours de son exploitation. Mais ça se fait, c'est une exigence de l'association. Voilà, quel est votre avis, Sékou Diaité, sur l'avancement des projets pétro-gaziers en cours et aussi la promotion des autres blocs? Bon, globalement, de ce que nous entendons, parce que nous sommes dans le downstream, mais nous sommes en étroite collaboration quand même avec l'autorité, avec Petrosen. Mais les informations que nous avons nous disent que les choses avancent normalement bien. Aujourd'hui, le gisement le JT est en développement. Et le processus n'a pas de blocage que nous connaissons. L'État a signé en janvier dernier la décision d'investissement, la décision finale d'investissement du jugement de Sangomar. SN, le projet SN. De SN qui va produire dans la première phase plus de 230 millions de barils, à raison de 100 000 barils par jour. Donc, on dit que la production est attendue à l'horizon 2023. Nous, tout ce que nous demandons à l'État aujourd'hui, c'est le conseil que nous donnons à l'État, c'est de se préparer du point de vue raffinage et du point de vue stockage. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la commercialisation de ces 10 produits. Oui. Voilà. Mais pour qu'il y ait commercialisation, il faut déjà se préparer au stockage du brut, se préparer au raffinage, c'est-à-dire développer et moderniser la SAR. Je pense que le projet est en cours, c'est ce qu'on entend. Oui. Le projet est en cours. L'extension, oui. L'extension est en cours. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes aujourd'hui, parce que c'est un débat que nous avons soutenu depuis très longtemps. Alors, si ce projet d'extension est réalisé et le projet de stockage de Sendou aussi est réalisé, et certainement la SAR pense à un stockage supplémentaire de brut, nous pensons qu'il n'y aura pas de problème à l'horizon 2023. Oui, et on peut s'attendre après 2023 à la baisse du prix des carburants. Comme ça, vous allez avoir des prix très abordables. C'est ce qui intéresse les populations. Voilà. À l'horizon 2023, il n'y a plus ces coûts d'importation, les coûts de fret, les charges portières. Non. C'est un brut qui est produit au Sénégal, qui sera probablement raffiné au Sénégal, et vous allez acheter le pétrole moins cher. Le carburant, le gasoil est super moins cher. On croise les doigts et on attend. Attendons, avec beaucoup d'enthousiasme et prions. Voilà, donc on va écouter tout de suite le round-up de l'actualité économique de la semaine d'ici, et d'ailleurs axé sur les hydrocarbures. C'est une affaire de Awa Diop. Bienvenue dans ce round-up de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs de la semaine. Selon l'agence de notation Fitch Rating, la baisse des prix du pétrole et les répercussions du coronavirus sur l'économie mondiale pourraient déclencher un exode des capitaux d'Afrique où les États disposent de peu d'outils pour lutter contre les chocs extérieurs. Depuis le début de la crise, le mois dernier, un sentiment d'insécurité est né et a déjà poussé des investisseurs à céder pour 1,2 milliard de dollars d'obligations du gouvernement sud-africain. Rien qu'en mars, il faut dire qu'avec le contexte actuel, les perspectives ne s'annoncent pas reluisantes pour l'économie africaine qui, selon les analystes, sera durement secouée par le choc qui s'annonce. Les pays africains producteurs de pétrole devraient affronter une situation plus difficile que celle de 2014 où le marché était inondé de pétrole. Contrairement à cette époque, la demande devrait se contracter en 2020, une première depuis 2009. Au Cameroun, la Société nationale de raffinage se trouve dans une situation de faillite depuis l'exercice 2014. C'est le constat établi par la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic dans son rapport 2019 sur les entreprises et établissements publics au Cameroun au 31 décembre 2018.
En effet, à cette date, indique le CTR, les capitaux propres de l'entreprise sont évalués à 60,35 milliards de francs CFA, alors que son capital social est passé de 32,5 milliards à 19,5 milliards de francs CFA. La Sonara est une société d'économie mixte créée le 24 mars 1973. Elle est détenue à 4% par Total et à 96% par l'État. C'est une raffinerie de type topping reforming, c'est-à-dire simple. Elle a été conçue au départ pour traiter du brut léger. Cependant, le Cameroun, lui, produit actuellement des bruts lourds. Il y a donc une inadéquation entre l'outil existant à la raffinerie et les bruts disponibles. C'est la raison pour laquelle le pays procède régulièrement aux importations des produits pétroliers. Mercredi dernier, le gouvernement ivoirien a renouvelé les autorisations d'exploitation de 4 gisements pétroliers et gaziers offshore en vue de garantir la suffisance de la production électrique nationale. Il s'agit des gisements pétroliers et gaziers du bloc CI-27, à savoir Foxtrot, Maï, Manta et Marley. Cette décision des autorités ivoiriennes accorde l'autorisation exclusive d'exploitation des gisements pétroliers et gaziers concernés pour une période de 10 ans en vue d'assurer l'approvisionnement constant et continu en gaz naturel des nouvelles centrales thermiques Cyprel 5 et Azito 4. La société publique libyenne du pétrole a annoncé la chute à 97 508 barils par jour de la production pétrolière avec des pertes cumulées qui s'élèvent désormais à 3,9 milliards de dollars. Ceci en raison de l'embargo imposé par le maréchal Haftar sur les exportations du pays depuis 2 mois. Ce recul de la production n'aura pas un impact très sérieux sur les cours qui enregistrent une baisse historique à cause de l'échec de l'OPEP et de son allié russe sur une réponse commune aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, ainsi que la volonté de l'Arabie Saoudite d'inonder le marché et de casser les prix aux raffineurs à partir du mois prochain. Le gouvernement de Fayez al-Sarraj maintient que les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'armée nationale libyenne, continuent de bloquer les ports pétroliers, tandis que le général de brigade Ahmed al-Mismari, porte-parole de la LNA, a déclaré à plusieurs reprises que c'est la décision du peuple. Le premier cas de coronavirus sur une plateforme pétrolière a été signalé sur le champ pétro-gazier norvégien de Martin Linge en mer du Nord. La société publique norvégienne du pétrole Equinor, à qui appartient le site, a précisé que son travailleur infecté s'était rendu en Autriche avant de prendre service sur la plateforme le 4 mars dernier. Awa Diop-Sen, merci infiniment. Sekou Djeité. Oui, on va commencer par l'impact du coronavirus dans l'échiquier pétrolier africain. Les investissements commencent à avoir peur. Les investisseurs plutôt, oui. Effectivement, les investisseurs commencent à avoir peur et c'est légitime. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est une maladie que personne ne peut freiner pour le moment. On espère la maîtriser, hein, c'est une pandémie, oui. Voilà, c'est une pandémie, mais actuellement, vu le rythme auquel ça s'accélère, ça fait peur à tout le monde. Vous voyez le cas du Cameroun. Oui. Les infrastructures, oui. Les infrastructures, mais ça nous rappelle ce que l'on a dit tantôt sur le Sénégal par rapport à l'exploitation pétrole et les investissements qu'il faut faire. Vous savez, ce qui est arrivé au Nigeria en termes d'importation de produits raffinés pour un pays qui produit du brut, c'est des choses que beaucoup d'États doivent éviter. Vous voyez. Donc, il y a 2 choses aujourd'hui. Le Sénégal a la chance d'avoir un brut d'une excellente qualité. C'est ce que les experts ont dit. Oui. Donc, il faut impérativement investir sur les infrastructures et préparer, et pour éviter dans l'avenir ces importations. Il ne faut pas dépendre trop du marché international. Et cette dépendance, ce qui peut nous éviter cette dépendance aujourd'hui, c'est tout de suite d'investir sur les infrastructures. Tout de suite. Alors, la situation économique africaine, elle n'est pas du tout rose. Et la situation libyenne l'a confirmé. Oui, avec la baisse de la production due à une crise politique qui perdure, oui. Due à une crise politique. Mais bon, c'est une situation qui va permettre peut-être de stabiliser une certaine situation. Laquelle? Parce qu'en dehors de la Libye, la production est faramineuse pour régler des problèmes internes aux membres de l'OPEP. Donc si dans un coin de l'Afrique, la production est bloquée, vous voyez, ça sert un peu à stabiliser une certaine situation.
Oui. Et en Côte d'Ivoire aussi, on voit que le gouvernement a cédé certains blocs pour assurer la production en électricité. Effectivement, le pétrole étant la Côte d'Ivoire, il arrive des moments où utilise son pétrole dans une sorte de troc. Et le pétrole, c'est une monnaie d'échange pour régler certains problèmes. Donc, il est important qu'un pays en dispose, mais il est encore important et efficient qu'un pays sache comment se servir de cet outil de négociation pour régler d'autres problèmes. On va finir avec la Norvège, un cas de coronavirus au niveau d'une plateforme. Heureusement que l'employé n'a pas rejoint son entreprise avant de voyager. Donc, ils admettent que l'employé a le coronavirus, mais il n'a pas rejoint son poste. Donc, ça veut dire qu'il n'a contaminé personne. Heureusement, oui. Voilà. Et heureusement aussi qu'au niveau des plateformes, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils sont autour de 100, 120. Oui, 100, 120. Mais ce n'est pas un chiffre à négliger aussi. Ce sont des êtres humains exposés. Oui, mais puisqu'il n'est pas allé là-bas, donc il n'y a pas péril en la demeure. Et elle a couronné pour dire que la baisse arrivée cette semaine est historique. Effectivement, la baisse qu'on a connue le lundi. Oui, avec les bourses. Avec les bourses, on l'a connue qu'en 1991, lors de la guerre du Golfe. Donc c'est une baisse historique. C'est une chute de 30%. Oui. Ouais, donc c'est historique. Donc voilà, le coronavirus, vraiment c'est un réel problème. On espère ne plus vivre cela. On l'espère. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. Le quiz, allez-y. Est-ce que je peux dire aux auditeurs ce que vous m'avez soufflé en off avant qu'on ne démarre? Bon, ça c'était avant l'émission. Là, nous sommes pendant l'émission. D'accord, on y va. Est-ce que vous êtes sport? Sport, oui. Quelle discipline? Bon, j'aime bien le football. Vous aimez le football? On y va. Quel club de football espagnol est mis en quarantaine pour cause de coronavirus? Ça, je ne veux pas raconter des histoires. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Ça, je n'ai pas l'information. Le Real de Madrid. Ah, c'est le Real. Deuxième question. Je suis né en Allemagne le 14 mars 1879. Je suis physicien, auteur de la théorie de la relativité restreinte. Qui suis-je? Albert Einstein, tout le monde Good. le connaît. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui. Ah, joyeux anniversaire alors. Il est décédé depuis des siècles, mais bon. Voilà. Troisième question. Surnommé le... Est-ce que vous écoutez de la musique? Vous êtes mélomane? Moi, je suis artiste plasticien. C'est vrai? Voilà. Si je savais, j'allais vous poser des questions sur la culture. Ouais, maintenant, c'est moi qui vous en pose. Hein. Non. Ici, c'est moi qui pose les questions. Ah, d'accord. Donc, allez. Voilà. Surnommé le patron des ambianceurs, une icône de la musique congolaise, je suis décédé sur scène en 2016. Qui suis-je? C'est Papa Wemba. Good. Ah, ça, c'est l'acteur culturel qui parle. Je suis une figure emblématique du théâtre sénégalais. Je suis parallèlement journaliste. Je suis Abou Kamara, vrai ou faux? Journaliste, oui. Je ne le connais pas en tant que journaliste. Est-ce que c'est Abou Kamara ou pas? Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est qui? On parle de quelle figure emblématique du théâtre sénégalais? Je vous laisse 3 secondes. Ah, d'accord. Ah, Oumou Kalsoum. Moi, vous m'avez appelé pour le pétrole. Hein? Mais vous venez de me dire que vous êtes un acteur culturel, artiste plasticien. Donc le cinéma aussi, le théâtre, c'est de la culture. Effectivement. Vous avez encore 2 secondes. Bon, Boubacar Diallo. Boubacar Diallo qui a été acteur de cinéma. Et qui est et Boubacar n'est pas journaliste, je parle de Golbert Diagne. Ah, Golbert, mais bon, j'ai trouvé aussi. Hein? Non, vous n'avez pas trouvé, vous avez faussé. Bon, ça c'est la dernière question, devinette. On l'appelle Tchar en Wolof. Allez-y. Qui n'a pas fait ça? Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Je suis noir, je deviens rouge et au finish, je finis blanc. Non. Le charbon. Oh.
Il y a Awa Diopsen qui est derrière la baie vitrée, qui va venir ici faire le Midi King. En tout cas, Sekou JT, vous êtes le PDG de OLSEN, vous êtes également le vice-président de l'association sénégalaise des pétroliers. C'est un réel plaisir de vous recevoir et de parler de l'impact du coronavirus dans l'échiquier pétrolier mondial et son impact pour les pays importateurs. Merci beaucoup, Oumou Kalsoum. C'est nous qui vous remercions. L'association sénégalaise des pétroliers, à ma parole, vous remercie et apprécie vraiment ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, nous sommes disponibles pour apporter d'autres clarifications dans d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, c'est bien noté. Du côté de la technique, le duo Biran Sissé Serugne Salioudem, à la réalisation Awa Diopsen qui va vous présenter dans quelques instants la grande édition de 12h le Midi King sur iRadio. Rendez-vous samedi prochain en direct sur iRadio. Merci beaucoup.